Bonjour. Donc, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer comment est-ce qu'on en vient à formuler nos hypothèses lorsqu'on lit une question où est-ce qu'il faut faire un test d'hypothèse. Donc, on a deux hypothèses, quelque chose qu'on avait déjà mentionné. On a l'hypothèse nulle et on a l'hypothèse alternative H1. L'hypothèse nulle, donc dans un énoncé, comment est-ce qu'on l'identifie? Eh bien, il faut comprendre un peu que l'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse qu'on va dire du statu quo. C'est-à-dire que souvent, on a une ancienne référence ou une ancienne étude qui nous donne une indication. Donc, c'est parfois par rapport au passé. Donc, ça peut être un petit indice, comment est-ce qu'on va formuler le H0. Un autre élément qui peut nous guider quand vient le temps de formuler notre hypothèse nulle, eh bien, c'est que l'hypothèse nulle, c'est toujours elle qui va posséder l'égalité. Donc, vous voyez là les deux exemples qu'on a, que ce soit avec une moyenne ou une proportion. Donc, la moyenne avec la lettre mu, le P pour la proportion. Donc, dans ces deux cas-là, en fait, d'hypothèse nulle, on a l'égalité qui est donnée. Et donc, l'hypothèse nulle va toujours être de cette forme-là. On va voir que l'hypothèse alternative va avoir trois options possibles qui peut un petit peu compliquer les choses. Maintenant, parlons justement de l'hypothèse alternative, le H1, qui est parfois appelée contre-hypothèse. Donc, l'hypothèse alternative, comment est-ce qu'on peut un peu la formuler selon les énoncés qu'on a dans les questions? C'est que c'est très souvent qu'est-ce qu'on cherche à prouver. Donc, souvent, l'énoncé va un petit peu nous guider vers ça. On va aller à la page suivante et on va observer les trois façons d'écrire l'hypothèse alternative et le nom que ça peut porter parce que, dépendamment de comment est-ce qu'elle est écrite, ça va déterminer le type de test. Donc, il va y avoir trois types de tests possibles. Donc, ici, avant d'aller plus loin dans les graphiques, on va vraiment regarder comment est-ce que le H1 est formulé. Et on a trois possibilités. Okay? Donc, on peut avoir ce qu'on appelle un test bilatéral. Le test bilatéral, ça va vraiment être lorsque vous avez un n'égale pas. C'est-à-dire qu'on va chercher à rejeter H0 des deux côtés. Donc, on va revenir sur les graphiques tantôt, mais ça peut être autant plus petit ou plus grand. Donc, le H1, l'hypothèse alternative, ça va vraiment être un n'égale pas. Les autres options, donc le n'égale pas, c'était un test bilatéral. Les autres options, un test unilatéral à droite, c'est lorsqu'on va avoir un plus grand que. Donc, vous voyez, le H1, cette fois-ci, on a un plus grand. Même principe pour un test unilatéral à gauche, où est-ce qu'on va avoir un plus petit que. Donc, vous voyez qu'on a trois options, finalement. On peut soit avoir des n'égale pas. Okay? À ce moment-là, on va avoir bilatéral. On peut avoir des plus grands que et des plus petits que. À ce moment-là, on va dire unilatéral, donc un seul côté, latéral pour côté. Alors que bilatéral, comme bicyclette, ben, les deux côtés à la fois. Vous voyez déjà, visuellement, là, ça va jouer un rôle, entre autres, au niveau des ondes de rejet et le alpha qui va être d'un seul côté ou bien des deux côtés à la fois. Avant d'aller plus loin dans les graphiques, on va aller lire quelques exemples à la page suivante, 3.44. Donc, avec ce qu'on a dit, on va lire trois énoncés et on va se concentrer vraiment juste à la formulation des hypothèses. Donc, premier exemple, vous avez ici le ministère qui affirme que 84% des étudiants québécois ont réussi l'épreuve ministérielle de français l'année dernière. Peut-on conclure que les étudiants de Collège 2 du Cégep Beauce-Appalaches sont plus forts que les étudiants de l'ensemble de la province? Donc ici, on nous donnerait probablement un certain résultat provenant du Cégep Beauce-Appalaches. Et surtout, ce qu'on voit là, c'est qu'on se demande vraiment s'ils sont plus forts. Donc, on s'interroge même pas s'ils sont peut-être moins forts, c'est vraiment carrément plus fort. Donc, ici, les éléments qui vont nous servir à formuler nos hypothèses, bon, premièrement, on a des pourcentages, on est vraiment dans le contexte d'une proportion. Donc, on a un P. On sait que l'égalité va aller avec le H0 et on a un 84% qui est comme une référence qui nous est donnée par le ministère. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va formuler notre première hypothèse, le H0. Le H1, je vous le rappelle, c'est souvent qu'est-ce qu'on essaie de prouver. Donc ici, là, peut-on conclure que les étudiants de cégep
de Beauce-Appalaches sont plus forts, c'est qu'on se demande, est-ce qu'on peut prouver qu'ils sont plus forts, donc que leur proportion de réussite, le P, est plus élevée que 0,84, qui est pour l'ensemble des Québécois. Donc ici, on a ce qu'on appelle un test unilatéral, donc d'un seul côté, à droite. On va faire le deuxième exemple. Donc, dans le deuxième exemple, un enseignant du Cégep Beauce-Appalaches affirme que les enseignants de son collège ont un revenu brut moyen de 60 000 par année. Un confrère de travail se demande s'il doit le croire. Donc, ici, l'affirmation que quelqu'un a fait devient un peu la référence, en quelque sorte. Et ici, on a vraiment mentionné moyenne, okay, donc ce revenu brut moyen. Donc, on est dans le contexte de moyenne. Ça va être le mu. Et à ce moment-là, l'égalité va toujours avec le H0. Donc, on écrit pour le H0, mu est égal à 60 000 $. Ensuite, on voit dans l'énoncé, un confrère de travail se demande s'il doit le croire. Il peut le croire, oui ou non. Okay? Et la façon de le contredire, c'est qu'on pourrait avoir un revenu moyen qui est plus petit que 60 000 ou plus grand. Donc, s'il n'y a pas de côté qui est favorisé, c'est pas, on se demande si la moyenne est plus grande que 60 000 ou plus petit, c'est comme un peu les deux à la fois. Donc, à ce moment-là, on a vraiment un test qui est bilatéral et on va mettre seulement un égal pas. Donc, souvent, les bilatérales, c'est quand ça pourrait être autant plus haut que plus bas. Donc, à ce moment-là, on va juste dire bilatéral, on va mettre un égal pas. Finalement, le troisième exemple, c'est écrit, on se demande si l'espérance de vie des Africains est inférieure à 60 ans. Bon, une espérance de vie, donc c'est une moyenne d'âge, donc on a encore un mu, donc on est encore dans le contexte d'une moyenne. Le nombre qu'on a ici, c'est 60, donc c'est 60 ans. Donc déjà, ça impose pas mal notre H0, qui est mu avec l'égalité à 60 ans, donc mu est égal à 60 ans. Le H1, okay, donc ce qu'on essaie de prouver, okay, ici c'est vraiment dit, on se demande si l'espérance de vie des Africains est inférieure. Donc on donne vraiment une direction que le mu plus petit que 60. Donc on va pouvoir écrire, formuler nos hypothèses de cette façon-là. Maintenant qu'on a fait quelques exemples à partir d'un énoncé, un des grands rôles de ces types de tests-là, c'est vraiment de la façon qu'on va répartir le alpha qu'on avait déjà parlé, qui est le seuil de signification. Donc la probabilité lorsqu'on tombe dans cette probabilité-là, qu'on rejette le H0. Donc ça a un gros rôle au niveau de la répartition du alpha. Donc on va revenir à 2 pages précédentes. Parfait. Donc maintenant qu'on a fait nos exemples, lorsqu'on a un test qui est bilatéral, donc c'est ici, lorsqu'on a des n'égale pas finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que un n'égale pas, ce qu'on essaie de prouver, c'est autant dans le plus grand que dans le plus petit. Donc le alpha, qui est notre seuil de signification, on va le diviser en 2. À ce moment-là, parce qu'on va utiliser la loi normale centrée réduite, on va pouvoir réutiliser la notation qu'on avait déjà utilisée pour les estimations par intervalle de confiance, les Z. Donc le Z alpha sur 2. Et lorsqu'on va tomber, toujours quand on suppose que le H0 est vrai, ben quand on tombe dans les zones vraiment peu probables, donc les extrémités, c'est à ce moment-là qu'on se dit c'est tellement peu probable si mon H0 était vrai d'être dans ces zones-là qu'on va rejeter H0. Donc, on voit que la répartition du alpha en 2 nous donne 2 zones de rejet. Et dans le fond, on a 2 frontières ici. Souvent, la façon d'écrire notre règle de décision, c'est ce qu'on a juste ici. Donc, on rejette H0 si le Z qui va être obtenu par un échantillon, dans le fond, n'appartient pas, ici, n'appartient pas à l'intervalle de moins Z alpha sur 2 jusqu'à Z alpha sur 2. Good. C'est les mêmes Z alpha sur 2 qu'on avait déjà trouvés lorsqu'on faisait les intervalles de confiance. Maintenant, si on descend, on va voir l'autre cas. Si j'ai un test qui est unilatéral à droite, donc autant comme ça avec le plus grand que, à ce moment-là, le gros impact que ça a, c'est que mon alpha va être uniquement concentré d'un seul côté. Et ça va être la même chose pour à gauche, ici.
Donc, en ayant le alpha complètement d'un seul côté, vous voyez que mon Z, c'est plus le Z alpha sur 2, c'est carrément Z alpha. Okay? Donc, ça va jouer un gros rôle parce que ça fait en sorte que ça va tasser un petit peu à gauche là, mon Z. Donc, j'ai un Z alpha qui est juste ici. À ce moment-là, j'ai une seule zone de rejet pour rejeter H0, complètement à droite. Et à ce moment-là, ma règle de décision, je peux l'écrire un petit peu différemment. Je vais rejeter H0 si le Z de mon échantillon aboutit dans cette zone-là, donc si elle est plus grand que le Z alpha. Peut-être un petit truc, le plus grand qui est là, ben, on peut dire qu'on l'a encore ici, en quelque sorte. Finalement, le test unilatéral à gauche, c'est le même principe. Cette fois-ci, c'est pour les plus petits que. Et notre zone, toute notre alpha est concentrée à gauche. Et notre zone de rejet, à ce moment-là, est complètement à gauche, ici. Et ma règle va devenir, à ce moment-là, on rejette à 0 si mon Z échantillonnal est plus petit que mon Z alpha. Donc, on voit que le type de test, bilatéral, unilatéral à droite, unilatéral à gauche, a une grande importance au niveau de la règle de décision parce que ça explique où est-ce que je vais répartir mon alpha d'un seul côté ou réparti en deux. Et à ce moment-là, ça modifie ma règle de décision. Donc, c'est super important d'identifier le bon test bilatéral, unilatéral à droite ou à gauche. À ce moment-là, il faut vraiment bien lire la question. Je vais en profiter aussi pour discuter un petit peu des petits éléments qui sont là. Donc, le principe de base qu'on avait déjà mentionné dans les vidéos précédentes, c'est que si on suppose H0 vrai, okay, les résultats de notre échantillon, okay, que ce soit une moyenne échantillonnale ou une proportion échantillonnale, si elles sont peu probables, entre guillemets, alors on rejette H0. Le peu probable qu'on avait déjà discuté, c'est notre seuil de signification alpha. Okay? Et comme on avait mentionné dans les autres vidéos, on suppose H0 vrai jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire étant justement notre résultat d'échantillon, le X-bar ou le P-bar, dépendamment dans quel contexte on est. Okay. Finalement, ça ici, pour reconfirmer ce qu'on avait dit, les valeurs critiques, quand on parle de valeurs critiques, okay, c'est mes Z alpha. Okay, Z alpha, moins Z alpha ici, Z alpha sur 2, dépendamment du type de test qu'on est. Donc, les valeurs critiques d'un test d'hypothèse, donc là où les valeurs critiques d'un test d'hypothèse dépendent de la distribution de l'estimateur du paramètre. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire là? C'est la loi de probabilité qu'on utilise. Ça peut être soit la loi normale, la loi student, ou on va voir un peu plus loin la loi du Kido. Ça va dépendre du type de test, bilatéral ou unilatéral, et du seuil de signification alpha. Effectivement, ça nous prend ces trois éléments-là, la loi de probabilité, le type de test et le seuil, pour déterminer les valeurs critiques. Ça ici. Donc, pour déterminer les valeurs critiques, il faut savoir dans quelle loi qu'on se trouve. Là, ici, c'était plutôt pour une loi normale. C'est quoi la valeur de mon alpha? Et finalement, est-ce que je suis complètement à gauche, à droite, ou je suis des deux côtés en même temps? Donc, ça conclut cette vidéo. Maintenant, je vous conseille plutôt avec tous les éléments qu'on a en main, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre les deux prochains exemples.